Ah, ce début de générique. Les anciens de la génération Club Do le connaissent à coup sûr. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un genre différent de d'habitude et dans un format un peu différent également. Je ne vais pas me contenter de vous donner mon avis sur un film, mais vous parler d'une série d'animation, ou plutôt une série de marionnettisation. Bomberix, en VO, Ekusu Bomba, est une série de science-fiction japonaise classée dans la même catégorie que XOR ou Spillvan, bien que ce soit entièrement avec des marionnettes. Elle fait partie du genre Tokusatsu, la SF japonaise. La série compte 26 épisodes de 25 minutes. Créée en 1980 par le grand Go Nagai, à qui nous devons Devilman, Cutie Honey, Mazinger Z, Great Mazinger ou encore UFO Robot Grandizer, que nous connaissons chez nous sous le nom de Goldorak. Sortie en France le 21 septembre 1983 sur TF1 dans l'émission Vitamine, elle a eu le droit à 2 rediffusions, en juillet 1986 dans l'émission Croque Vacances et en février 1988 dans le Club Dorothée, toujours sur TF1. Cette série n'a pas eu grand succès en France, alors que personnellement je me rappelle comme l'une des séries qui m'avait le plus marqué. Ironie du sort, elle a également été boudée au Japon. Alors qu'outre-Manche, elle a remporté un franc succès sous le nom de Starfleet. Peut-être pas étonnant quand on connaît son inspiration. À la fin du 3e millénaire, en 2999, la 3e guerre spatiale vient de se terminer. La paix vient à peine de revenir sur la planète Terre qu'une nouvelle menace arrive. Bah oui, ce serait trop simple sinon. À l'autre bout de la galaxie, le roi Artus, chef suprême de l'Empire Uranor, convoite un pouvoir mystérieux portant le nom de Force One, qui se trouve vraisemblablement sur Terre. Un vaisseau impérial surpuissant sous les ordres du commandant Gorgona et de l'amiral Karzul attaque et détruit la base avancée de Pluton Alpha avant de prendre la Terre pour cible. Impuissant, le bureau de défense terrienne fait appel à l'oncle au Dr Ben, les sourcils en broussailles, commandant de la base lunaire et concepteur en second du bombardier X, un super croiseur de combat et dernier espoir de la Terre. Additionnellement, les forces de défense terrienne envoient leurs 3 plus brillants élèves, Cyril, Luke Skywalker, Héraclès, le Han Solo Black, et Léo, un petit rouquin rondouillard, afin d'assister Ben dans sa mission. Une jeune femme à l'origine inconnue du nom de Florian se joint à eux en loose day, accompagnée de son garde du corps Rasputnik, une sorte de gros Wookie albinos. L'équipage compte également Pepe Adamski, surnommé PPA, un petit robot jaune qui passe son temps à péter les roupettes à l'équipage. Le fait que les marionnettes soient utilisées dans cette série est dû à l'influence de la série Les Sentinelles de l'air, une série télévisée britannique créée par Sylvia et Jerry Anderson et diffusée entre le 30 septembre 1965 et le 25 décembre 1966. Voilà pourquoi la série a eu du succès outre-Manche, vu qu'ils avaient déjà eu les Sentinelles de l'air quelques années plus tôt. L'animation des marionnettes est différente dans ces 2 séries. Les Sentinelles de l'air utilisaient la technique des marionnettes à fil, alors que Bomberix opte pour les marionnettes à tige, donc par le dessous. N'y voyez aucune allusion malsaine. De ce fait, le style adopté limite un peu les mouvements des personnages et la façon de cadrer. La majorité des plans sont en plan moyen ou assis. Les plans larges avec les personnages vus en entier sont quasiment inexistants. Bomberix ne part pas sur les mêmes thématiques que son modèle. Là où les épisodes des Sentinelles de l'air étaient indépendants les uns des autres, Bomberix dispose d'un scénario original, complexe et se suit d'un épisode à l'autre, à la manière d'un feuilleton, tout en ayant de temps en temps quelques épisodes one-shot. Le ton est sombre, sérieux, et mis à part le robot PPA qui tient un rôle humoristique, c'est là la seule pointe d'humour. Le scénario du papa de Goldorak, Go Nagai, offre un mélange détonnant de science-fiction, de mysticisme et de fables à caractère apocalyptique qui se rapproche plus de la dark fantasy. Cette série reste une remarquable tentative de modernisation de la technique de la supermarionation inventée par Jerry Anderson. L'esthétique de la série est très classe. Les designs, même si un peu grossiers, bon après ce sont des marionnettes, sont très recherchés et complexes. Les effets spéciaux sont très bons,
et font honneur aux classiques japonais. On remarque bien la patte japonaise avec l'introduction du robot géant, le Grand Dan, Big Die X, un magnifique robot se constituant à l'aide de 3 vaisseaux se détachant du bombardier X. Là, alors que les personnages humains sont animés, le robot, lui, est un costume porté par un humain, tout comme le sont les robots géants des Super Sentai ou des monstres dans les films de kaiju, comme les Godzilla ou Ultraman. Désolé, j'aurais aimé vous montrer des images du tournage de Bomber X, mais ça m'a l'air très compliqué à trouver. En 1980 était déjà sorti le tout premier film Star Wars, et on remarque clairement certaines inspirations dans Bomber X. Nous apercevons les personnages de Cyril et Héraclès à bord du Bomber X, repoussant une attaque d'Uranor grâce aux tourelles laser du vaisseau. Cette scène est un hommage évident à l'une des scènes spatiales de Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, où Han Solo et Luke Skywalker combattent un escadron de chasseurs TIE aux commandes du Faucon Millennium par l'intermédiaire de tourelles laser similaires. La chanson du générique original est Soldier in the Space par le groupe Powo, sorti en single et sur l'album de la série en 1980. Le générique français est interprété par Lionel Leroy. À noter également que les musiques de la série sont sorties à l'époque en 33 tours en France, produit et réalisé par Chucky Levy. Dans ces 33 tours figure le générique de la série. Le générique anglais est quant à lui écrit et interprété par Paul Bliss. Il a ensuite été repris par Brian May, guitariste du groupe Queen, qui était lui-même un adepte de la série. D'où un album solo sorti en 1983 sous le nom de Starfleet Project. Une petite comparaison des 3 génériques, la version française que nous avons connue, le générique anglais Starfleet et la version originale japonaise. En conclusion, cette série peut être un peu lente. Bénéficie de très bons effets spéciaux pour l'époque. Bon, rien à voir avec les FX CGI sous fond vert de maintenant. Non, là, ce sont des effets spéciaux à l'ancienne avec des maquettes et tout. Peut-être que les enfants de maintenant auront un peu de mal avec le design qui reste quand même assez sombre et peut faire peur aux plus jeunes. Pour les nostalgiques, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Si vous vous rappelez de l'aspect un peu cheap, et pour ceux qui découvriraient ce monument, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, c'est fini pour ce premier numéro où vous ne voyez pas ma tronche. J'espère avoir vos retours concernant ce nouveau format, n'hésitez surtout pas à partager. A très bientôt pour une prochaine vidéo.